C'était il y a 10 ans, et pourtant on a l'impression que c'était hier. 2015, une année terrible qui commence avec les attentats de Charlie Hebdo pour se terminer un soir de novembre, un vendredi noir, un vendredi 13, V13 comme vous l'appelez. Bonsoir François Molins. Bonsoir. À ce moment-là, vous êtes procureur près du tribunal de grande instance de Paris et à ce titre, vous êtes compétent pour tout ce qui touche au terrorisme sur le territoire national. Qu'est-ce qui vous reste de cette nuit-là? Tout, parce que vous l'avez très bien dit dans les propos que vous venez de tenir, c'était il y a 10 ans, mais c'était hier, et moi je pense que le temps n'a rien apaisé, et les souvenirs en fait que j'ai n'ont pas du tout été érodés par le temps, ils sont toujours aussi forts, toujours aussi complets, ils sont peut-être même encore plus précis. À force peut-être d'y revenir, la mémoire entretient tout ça, et donc effectivement c'était hier, et j'ai du mal à imaginer que 10 ans se sont écoulés depuis cette soirée. Et pour autant, quand vous dites que rien n'est apaisé, pourtant la justice est là pour rassurer aussi. Oui, mais je pense que les plaies sont toujours là, et je pense bien sûr aux victimes en disant ça. Je ne pense pas que le temps qui passe puisse apaiser ce genre de douleur et de traumatisme. Vous appelez souvent ça V13, comme s'il ne fallait pas nommer cette soirée-là. On la nomme par un code. V13 ou vendredi 13, mais je fais toujours bien attention de prononcer ce mot-là parce qu'en sortir, c'est évoquer des scènes d'attentats. Si je dis par exemple Bataclan ou Terrasse, les victimes du Stade de France vont se sentir oubliées. Si je parle du Bataclan, ça sera celle du Terrasse, donc je préfère rester sur vendredi 13, d'autant que c'est une action collective avec 3 commandos qui agissent de façon coordonnée. Donc c'est effectivement un multi-attentat, et c'est plus commode de le désigner effectivement par cette référence temporelle, V13. Et est-ce qu'à ce moment-là, cette journée-là, cette soirée-là, on la vit comme vous la vivez comme un échec? On vit toujours un attentat comme un échec. Je vais vous dire oui et non. On vit toujours un attentat comme un échec. Et je pense que derrière ces attentats terroristes, particulièrement quand ils sont très graves et qu'ils ont causé de nombreuses victimes, on a toujours quelque part un phénomène de culpabilisation qui fait que quelque part, on n'a pas été suffisamment bon, suffisamment efficace pour empêcher la commission de l'attentat. Alors de ce côté-là, effectivement, c'est un échec. Et je pense effectivement... Il faut aussi le relativiser parce que l'enquête a particulièrement bien fonctionné, elle a été particulièrement efficace. La traque des 3 terroristes qui étaient en liberté, donc les 2 qui s'étaient réfugiés à Saint-Denis puis Abdeslam, ont permis quand même assez rapidement de les interpeller. Ça, de ce côté-là, c'est un succès, grâce à l'énergie déployée par les magistrats du parquet, les policiers de la police judiciaire, les services de renseignement, ensuite bien sûr les juges d'instruction. Et tout ça est aussi une réussite parce que ce dossier qui avait été monté à la suite des attentats, il s'est traduit par quelque chose qui pour moi a un caractère tout à fait exemplaire. C'est le procès qui a eu lieu pendant 9 mois pour juger cette trentaine d'accusés qui comparaissaient en présentiel ou pas devant la cour. Ce procès de la Cour d'assises spéciale de Paris, ça a été pour moi une réussite exemplaire. Et puis, tout en statuant sur la culpabilité des accusés, on a su faire une vraie place aux victimes. La place a été véritablement reconnue dans l'institution. Et ça, est-ce que c'était important justement de la place aux victimes, bien sûr, mais de laisser une place aussi à la justice, à l'idée de justice que vous faisiez? C'est pas important, c'est essentiel. Si vous voulez, puis ça renvoie là aussi... à ces dilemmes sur est-ce qu'il faut respecter ou pas l'état de droit. Ce dilemme, toutes les démocraties l'ont face à des attentats. Et la question posée par effectivement des attentats de cette gravité, et ça constitue en soi un vrai risque, c'est que comme l'attentat a été extrêmement grave et qu'on est confronté à un besoin immense de sécurité, le risque, c'est de rentrer dans une spirale et une dynamique de répression démesurée qui pourrait éventuellement amener à sortir du cadre de l'état de droit. En France, on a répondu à la justice dans le cadre de l'état de droit parce qu'on confiait la réponse au terrorisme à la justice. Ça veut dire que les accusés ont bien sûr été jugés en fonction de lois spéciales et sévères, mais en bénéficiant de toutes les règles du procès équitable. Donc on a répondu dans le cadre de l'état de droit. Et dans ce cadre de l'état de droit, justement, est-ce que c'était important dans ces premiers
dans ces premières heures, dans ces premiers temps des attentats, d'être là, de montrer que vous étiez là aussi pour reprendre la formule, pour que l'État ne périsse pas, parce qu'il y a cette demande aussi de l'opinion publique qui est là. Est-ce qu'il fallait être là? Oui, bien sûr. Face à des situations comme ça, qui en fait sont des situations qui créent du chaos, je pense qu'il est important que les institutions montrent qu'elles existent et qu'elles fonctionnent normalement. Face à la pression politique aussi, quelque part? Il n'y a pas véritablement eu de pression politique à l'époque, parce que les gens sont souvent très étonnés quand je dis ça. Moi, j'ai eu aucune pression de la part du pouvoir politique à l'époque, qui m'a fait confiance et qui m'a laissé travailler en toute indépendance. Donc, je n'ai pas eu à subir des pressions politiques de quelque ministre que ce soit. Je rappelle justement, vous avez quand même, sur les années 2010, vous avez connu 3 présidents de la République, 5 premiers ministres, 6 ministres de l'Intérieur et autant de gardes des Sceaux, je crois. Donc, il n'y a eu aucune pression politique, mais quand même, il y a eu une volonté. Comment on essaye de raisonner la raison d'État? J'allais dire en exerçant ses compétences et en mettant en œuvre son rôle de magistrat. Quand on est magistrat, qu'on soit magistrat du siège ou procureur, on est là pour appliquer la loi. Et puis on a aussi une fonction constitutionnelle. L'article 66 de la Constitution vous dit que les magistrats sont là pour protéger la liberté individuelle. Donc en fait, les magistrats, ils sont quelque part, j'allais dire, en première ligne pour faire respecter l'état de droit. Et leur mission, c'est effectivement, tout en combattant le terrorisme, de s'assurer que les lois qu'on va employer et qui sont mises en œuvre restent dans le cadre fixé par le législateur et respectent l'idée première du législateur lorsque toutes ces lois ont été adoptées. Mais moi, je persiste à penser que la France a su rester dans le cadre du respect de l'état de droit. Et pourtant, cette menace, 10 ans après, elle existe toujours. Comment vous l'évaluez aujourd'hui, cette menace terroriste? Je pense que, comme le disait récemment le procureur national antiterroriste, elle est vive, mais sa forme a évolué. Traditionnellement, on distingue 3 formes de menaces sur le terrorisme. Il y a le terrorisme projeté, c'est typiquement le 13 novembre. Vous projetez, vous envoyez les commandos commettre un attentat dans un pays. Il y a ensuite ce qu'on appelle la menace téléguidée, qui va consister finalement à activer des gens de votre communauté religieuse ou linguistique ou ethnique dans un pays pour commettre un attentat. Et puis la dernière, c'est ce qu'on appelle le terrorisme inspiré, celui qu'on a vu en France avec les derniers attentats, Samuel Paty, Dominique Bernard. C'est le terrorisme dans lequel on va voir des gens inspirés par l'idéologie mortifère de Daesh passer à l'acte sur un mode individuel. Et cette menace-là, alors là, elle est tout à fait actuelle, hein, et elle est difficile à traiter. C'est ce qu'on appelle la menace endogène. Voilà, ces gens-là sont souvent difficiles à détecter. Est-ce que le financement ou le microfinancement est un angle mort Non, c'est plus un angle mort. C'est plus un angle mort. Il faut partir quand même d'une donnée objective. Le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais. Donc vous aurez beau avoir tous les textes les plus répressifs qui soient, le risque zéro, vous ne l'atteindrez jamais. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? On a certainement un arsenal législatif qui est plus sévère et plus efficace qu'avant, ça c'est certain. Je pense que la France est vraiment à la pointe du combat sur ce terrain-là. Mais il n'y a pas que les lois qui ont changé. Et je pense que c'est peut-être l'enseignement le plus intéressant des attentats du 13 novembre. Ça a appris à travailler différemment. C'est-à-dire que depuis le 13 novembre, il y a un travail beaucoup plus étroit de coopération entre les services de renseignement, la police judiciaire et l'autorité judiciaire, et notamment le parquet. On est certainement plus fort qu'avant pour éviter certains attentats. Et dans cette coopération, il y a aussi, vous le dites souvent, la justice est une affaire mondiale, en tout cas elle est aussi une affaire européenne. On l'a vu au moment du 13 novembre, les trous dans la raquette avec les Belges. Enfin, les procès l'ont montré. Est-ce que cette coopération s'est renforcée à la fois sur le renseignement, sur les poursuites pénales? Tout dépend du cadre dans lequel on s'inscrit. Si c'est un cadre européen, je pense que c'est quasiment parfait. On a des outils de coopération qui sont extrêmement efficaces. Vendredi 13, c'est un très bon exemple. Vendredi 13, à travers les commissions rogatoires internationales, l'équipe d'enquête, commune d'enquête, le vendredi 13, ça concerne 13 pays européens, plus Eurojust, plus Europol, plus les États-Unis. Voilà. Donc des investigations judiciaires qui vont se dérouler dans 14 pays, c'est considérable. La seule limite, c'est que tout dépend finalement du pays avec lequel vous allez coopérer, parce qu'il y a des pays avec lesquels vous coopérez très bien, puis vous avez aussi ce qu'on appelle des États non coopératifs, c'est-à-dire des États qui en réalité ne jouent pas le jeu et qui vont en réalité traîner les pieds
ou refusaient d'exécuter certaines commissions rogatoires internationales. Et c'est vraiment aujourd'hui sur ce facteur-là que bute l'évolution de la coopération. Pour revenir un peu sur l'état de droit, est-ce que les mesures qui sont aujourd'hui adoptées, où on sent qu'il y a une demande d'autorité, on le voit sur les enquêtes qui sont faites, est-ce que ça vous inquiète, ça aussi? Oui, un peu. Parce qu'on sent bien, effectivement, j'ai lu une enquête très intéressante sur La Croix hebdomadaire il y a quelques semaines, qui expliquait effectivement que les gens, notamment les jeunes, veulent beaucoup de sécurité, seraient prêts finalement, à la limite, à sacrifier l'état de liberté, ça ne les gênerait pas. Et ça, je trouve ça assez inquiétant parce que je trouve que c'est légitime d'avoir plus de sécurité. Simplement, je pense qu'il faut quand même rester dans le cadre d'un équilibre entre ce que je pourrais appeler la sécurité à la raison d'État et la raison juridique. Il faut essayer de trouver un équilibre qui effectivement concilie cette recherche d'une meilleure efficacité, mais aussi le respect des droits et des libertés fondamentaux. Mais justement, vous parliez des jeunes qui sont attirés, en tout cas qui demandent cette autorité et cette sécurité. Comment transmettre aux jeunes le sens de la justice? En fait, il faudrait faire beaucoup plus pour avoir un véritable apprentissage des jeunes, notamment au moins dans les lycées, dès la seconde, au fonctionnement de la justice et aux valeurs de la démocratie, au respect des droits et des libertés fondamentales. Ça me paraît, c'est le premier vecteur. Et le second, effectivement, c'est de faire de la pédagogie. C'est pour ça que je suis allé dans cette association qui s'appelle Parlons de démocratie. Je pense que quand on a été acteur de cette institution, il faut essayer de partager avec les autres, et notamment avec les jeunes, qui, soit dit en passant, sont extrêmement friands et très en attente de ce genre d'informations. Il faut aller partager avec eux et leur expliquer. Voilà. Donc c'est faire de la pédagogie. Est-ce que c'est pas compliqué de défendre l'état de droit aujourd'hui quand on voit la montée des populismes? Oui, c'est compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut pas le faire. Hein. Au contraire, même, c'est parce que c'est compliqué qu'il faut peut-être s'y investir et essayer de travailler encore ça davantage. Hein, parce que effectivement, derrière ces dérives, on peut voir poindre effectivement avec le populisme le risque effectivement d'une perte de la démocratie. Il paraît je crois qu'il y a une grosse trentaine de pays au monde qui sont des démocraties véritables. Au fond, c'est pas beaucoup. Et puis derrière tout ça, effectivement, il y a les risques de basculer dans la tyrannie. Et c'est pas désespérant de voir ces derniers mois la défiance qu'il y a vis-à-dire de la justice quand on voit les commentaires sur des affaires, etc., politiques? Est-ce que c'est pas désespérant ça suscite, pour moi, ça suscite à la fois de la désespérance et de la colère, parce que je trouve ça assez injuste en réalité, de voir une institution critiquée parce qu'en réalité, elle ne fait que son travail. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Et est-ce qu'on approche des 10 ans du 13 novembre, dans quelques jours, est-ce que vous redoutez ce moment? Oui, un peu. Je redoutais déjà celui de Charlie Hebdo hyper cachère début janvier. Même si on n'est pas victime, qu'on a simplement été acteur et qu'on a vécu tout ça, c'est pas facile ces cérémonies, parce que ça renvoie à des tas de souvenirs qu'on porte qui sont toujours aussi présents malgré le temps, donc c'est pas facile. Merci François Molins. Juste pour vous signaler que si vous êtes intéressé, François Molins sort aux éditions Dalloz La pratique judiciaire du contre-terrorisme. Et puis je vous rappelle cette biographie, ces mémoires, sorties il y a 2 ans, qui retracent 46 ans de Carcassonne à Paris, à la Cour de cassation. Vous avez terminé votre carrière il y a 2 ans comme procureur général près la Cour de cassation. Voilà, Au nom du peuple français, c'est chez Flammarion. Merci beaucoup François Molins. Je vous en prie. Merci.